Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon littéraire de Jacquim Weffo. Oui, aujourd'hui on parle littérature avec quelqu'un qui nous vient d'un pays et qui est vraiment dans le flux de l'actualité depuis plusieurs années déjà. Lui, c'est Dr Boga Sako Gervais, qui vit en exil en Italie après avoir fait éditer plusieurs livres sur les droits de l'homme dans son pays. Il nous revient aujourd'hui avec Mon combat pour les droits et les libertés, édité, il vous donnera la maison d'édition dans quelques minutes. Bonjour docteur Gervais. Bonjour cher ami Jackie. Comment ça va? Ben je vais bien. On peut te serrer la main? Mais bien sûr. Pour voir à quoi ressemble l'humain italienne. Tout à fait. Merci beaucoup, cher ami. Je t'en prie, je t'en prie. Ben écoute, on va pas mentir aux téléspectateurs. Docteur Boga Sako Gervais et moi, on se connaît un peu. Bien sûr. Via notre ami commun Christian Vabé d'Ivoire Business. Voilà pourquoi on arrive à se tutoyer. On ne ment pas, sujet un peu plus. Clair. On ne se connaîtrait pas, je ne te tutoierais pas. Hein. Ben, je t'en prie. Bon, voilà, très bien. Donc, Gervais, en janvier 2008, tu publiais déjà Les droits de l'homme à l'épreuve, cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002 aux éditions L'Harmattan, ici à Paris. Exactement, oui. Ensuite, en janvier 2012, tu publiais La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout à fait. Avec pour sous-titre Et si M. Sarkozy avait trompé le monde entier? Exactement. C'est fort ça quand même. Ben oui, absolument. C'est fort, hein, sur la crise ivoirienne. Exactement. On va revenir là-dessus légèrement avant de passer. Non, il n'y a pas de souci. Ensuite, 2 ans après, mars 2014, 2 ans, 2 mois plus précisément, tu publiais « Je suis noir et j'aime le manioc ». Tout à fait. C'était une réplique à quelqu'un, je suppose. Évidemment. Bon, ben tu vas nous... Il a fallu attendre 3 années pour te voir revenir au-devant de la scène littéraire. Oui. Et de quelle manière? Et comment? 2 livres coup sur coup, février 2017, Afrique, liberté, conditions pour une Afrique libre et souveraine. Absolument. Et ensuite, en juin, donc 4 mois après, Mon combat pour les droits et les libertés. Tout à fait. Donc 2 livres en 3 mois. Oui. Tu as beaucoup travaillé là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Non, mais il y en a même qui sont certainement sur l'ordi. Oui, il y a même un roman et tout ça. C'est-à-dire que dans l'exil, je travaille beaucoup parce que je suis loin de mes étudiants, je suis loin de mon amphi, mais il ne faut pas que je reste désœuvré. Oui, donc voilà, avec les conférences à travers l'Europe, les États-Unis, pour parler de notre continent et de mon pays. En même temps, je travaille, puisque je suis enseignant quand même à l'université, voilà, et je suis surtout littéraire, parce qu'à la base, je suis enseignant de lettres, et puis contaminé par les droits de l'homme depuis 1994. Donc, en même temps que j'anime les conférences partout, j'écris beaucoup. Parce que je ne voudrais pas que l'histoire de mon pays soit tronquée demain. Ça a été une histoire très grave. Vous avez vu que j'ai commencé en 2002. Voilà, parce que je suis à fond dans l'histoire de mon pays. Je suis un militant des droits de l'homme à la base, à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Donc, je suis vraiment investi. Et donc, en 2002, ce qui s'est passé dans mon pays, c'était vraiment grave. Jusqu'à aujourd'hui, je condamne la rébellion totalement. Et il me fallait, parce que je suis enseignant à l'université de Bouaké. De Bouaké. Voilà. Bouaké, voilà. Ville au Congo symbolique. Exactement. Et donc, ce que j'ai vécu, la brousse par laquelle je suis sorti de la ville, nuitamment, avec des collègues, des étudiants, les étudiantes que j'ai vues violer, et c'est, excuse-moi de l'expression, mais c'est ça, ce que nous avons vécu. Il me fallait dénoncer ces choses-là dans mon premier livre. Wow. Ce premier livre, Les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002. Il fallait que ça reste. Et donc, l'Harmattan a accepté de me publier sur cet ouvrage de près de 250 pages, dans lequel j'essaie de relater un peu ce qu'on a vécu à Bouaké, ce qu'on a vu, le pays, une ville. C'était à l'image de toute la Côte d'Ivoire. La ville était coupée en deux. Nous qui étions des fonctionnaires, donc venus, enseignants d'abord. Parce que moi j'ai été étudiant à l'université de Bouaké avant de devenir enseignant là-bas. Mais tous les fonctionnaires étaient obligés de chercher à fuir la ville. Et surtout, les rebelles cherchaient des personnes spécifiques de l'Ouest. Le groupe, pas seulement de l'Ouest, même du Sud. On appelait le groupe BAD. BT, Atié, Dida. Et moi je suis Dida. BT, Atié, Dida. Le groupe BAD. Tout ça, ce sont des choses que nous avons entendues. Ce sont des témoignages concrets. Quand ils sont arrivés du Burkina, descendus, et puis après, quand on les a repoussés d'Abidjan, là-bas, c'était Bouaké.
Donc des choses terribles se sont passées, il me fallait les raconter dans ce premier livre, c'est ce que j'ai fait. Et puis à partir de là, ben, je suis resté donc concentré sur la crise ivoirienne. Et puis les connexions avec l'extérieur. Comment la communauté internationale ne connaît pas le sujet, mais elle s'ingère dans la crise, elle prend position. La communauté internationale, il faut appeler le chien par son nom. C'est qui la communauté internationale? Non, la France en premier. Parce que c'est elle qui s'interpose. Ouais. Premièrement, parce que vous avez des accords de défense avec le pays. Le pays est attaqué. Que ce soit même par des ressortissants, des nationaux, mais en connexion avec des Burkinabés. Il faut appliquer les accords de défense de 61, 63. Quelqu'un disait ici à ta place il y a quelques mois, oui. Bernard Houdin, oui. qui a écrit Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Oui, je le salue au passage. Salut Bernard. C'est un ami. Il pointait du doigt que c'est l'armée française qui agissait. Mais bien sûr, c'est-à-dire que le complot date de très longtemps. C'est-à-dire, tout se résume à la personne du président Laurent Gbagbo. C'est un personnage atypique. Oui. Voilà. C'est-à-dire que la France a eu l'habitude de nous placer les présidents en Afrique, en tout cas dans la zone qu'elle a colonisée hier, et de placer les présidents selon son bon vouloir. Et selon que l'individu placé est prêt à faire le jeu de la France. Laurent Gbagbo alors que Laurent Gbagbo a fait son exil ici en France. Oui. Et à un moment donné, il est reparti en Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny l'a reçu. Mais jamais il n'a voulu rester dans le schéma franco-français. Parce que c'est quelqu'un qui a la particularité d'être très attaché au peuple. Et donc, on est tous des enfants de familles modestes. C'est ce qui fait aussi la différence. Les enfants des bourgeois, ils sont un peu de droite, ils sont un peu, voilà, eux, ça n'est sans même comprendre le pouvoir. Non, tant que le régime fonctionne, que tu fasses 30 ans au pouvoir, c'est pas leur problème. Leurs intérêts sont tranquilles, il n'y a pas de souci. Donc, Laurent Gbagbo, c'est un peu... C'est pour ça que dans le combat général qu'il a mené, aujourd'hui, moi, je n'hésiterais pas à le comparer à Sankara et autres, même si, à l'origine, il n'est pas panafricaniste vraiment. Même ses écrits, ce n'est pas quelqu'un qui a déclaré un panafricanisme. Mais c'est dans la crise de 2010-2011 qu'il se révèle vraiment panafricain. Parce que c'est en ce moment, nous comprenons exactement pourquoi on le combat. Pourquoi Chirac ne l'aimait pas? Parce que c'est Chirac qui a commencé. C'est Chirac qui a commencé. Voilà. Et puis après, Sarkozy prend le relais. Et Sarkozy prend le relais de façon violente, parce que lui, il a des connexions avec Ouattara. Il a toujours été violent, Non, naturellement. Et voilà. C'était curieux que cette communauté dite internationale n'inquiète pas des gens comme lui. Oui. Et moi, je le dis haut et fort ici, j'ai travaillé sous Sarkozy dans son parti. Oui. C'est quelqu'un qui doit être traduit devant la Cour pénale. Exactement. Je le dis en tant que journaliste. Exactement. Si M. Sarkozy n'est pas content, qu'il dépose une plainte contre moi, mais je pense qu'il ne le fera pas. Voilà. Il ne fera jamais. Et donc c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'à une conférence, je ne sais plus si c'était en Suisse ou alors aux États-Unis, je disais que si Sarkozy était encore président, au moment où il y avait la crise syrienne et autres, on serait déjà dans la Troisième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui n'hésite pas. Parce que tu sais très bien que la France a hésité à un moment donné où il fallait attaquer la Syrie. On attendait que les États-Unis se décide. Et Barack Obama a marqué le pas en disant qu'il va consulter le Parlement. Et à ce moment-là, la décision américaine a rafreiné. Hollande voulait punir Bachar al-Assad. Mais seulement, il a fini par se punir lui-même avec son casque sur le scooter. et Fabius qui disait carrément que Bachar al-Assad, sa place, c'est un enfer, des choses comme ça. Je pense que les hommes politiques, ils doivent être un peu réservés. Parfois, ils pensent que les pays des autres, c'est leur pays. C'est parce que tu es la France que tu vas... Regardez aujourd'hui, moi je suis un militant des droits de l'homme. Je condamne les djihadistes du premier au dernier. Mais quand on fait les analyses de fond, est-ce que les Occidentaux, les grandes puissances s'interrogent sur leurs agissements dans les petits pays? Et parfois, c'est ce qui nous entraîne. Parce que moi, ce que j'ai vécu dans mon pays, j'avoue que si j'avais une note de djihadiste, de tout ça, je n'allais pas du tout hésiter. Parce que j'ai vu mes compatriotes mourir sous les bombes françaises. Alors quand vous voyez les bombes françaises bombarder vos compatriotes devant un palais présidentiel dans notre pays, les deux disent qu'ils sont ivoiriens, ils sont candidats. Les deux disent qu'ils ont gagné l'élection. Et la solution c'est quoi? C'est de choisir un contre l'autre. Surtout que celui que vous ne choisissez pas est soutenu par le Conseil constitutionnel. Donc le droit est en cause. Mais vous dites non, on s'en fout de votre Conseil constitutionnel. D'ailleurs, plus tard, Nicolas Sarkozy déclarera qu'il a dégommé Laurent Gbagbo pour placer son ami Alassane Ouattara. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui le dit, c'est pas moi. Mais bien sûr.
Et c'est tellement vrai que Mediapart le confirme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sortent. C'est-à-dire qu'on avait mené le combat depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Mais là, on est galvanisé à nouveau parce que Mediapart nous apporte la confirmation. Parmi les livres que tu as cités, cher frère, cher ami, il y a par exemple La guerre d'Abidjan. La guerre d'Abidjan n'aura jamais dû avoir lieu, avec pour sous-titre « Et si Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise ivoirienne en 2010. Exactement. Ce livre a été traduit en italien, parce que je vis en Italie. Ils l'ont traduit, La guerra d'Abidjan, un conflitto da evitare, c'est-à-dire un conflit qu'on aurait pu éviter. Si vous lisez ce livre, vous allez voir que ce que dit Mediapart, c'était déjà écrit. Mais comme nous sommes Ivoiriens, et comme nous sommes Africains... Et on pense que vous ne voyez rien. Exactement. Donc, du coup, on se dit, oh, là, ça c'est rien du tout. Donc, je me réjouis de ce que Mediapart, qui est un média, j'allais dire, voilà quand même des références. Exactement. Et puis, ils ne sont pas africains, et puis ils ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'extérieur, ils ont vu que la façon dont le président Laurent Gbagbo a été arrêté, maltraité à Korogo, déporté à La Haye, nuitamment les 29 et 30 novembre 2011, comme si c'était un malfrat. Et le procureur n'avait aucun mandat. Aucun, parce que la Côte d'Ivoire n'était même pas signataire, du traité de Rome. De Rome, jamais. Donc Laurent Gbagbo n'aurait jamais dû. Jamais dû. Ce n'est que 2 ans après qu'Alassane Ouattara a fait comment dire, démocratiquement nommé président et le peuple démocratiquement informé a paraphé. C'est tellement beau et tellement juste. C'est-à-dire que nous aimons. Les Occidentaux nous disent, on va vous enseigner la démocratie, les droits de l'homme. Moi, je suis militant des droits de l'homme, mais quand je regarde mes amis de Amnesty International, de Human Rights Watch, j'ai des réserves. Dans ce livre-ci que j'ai écrit, Mon combat pour les droits et les libertés, j'en parle. Parce que moi, je suis un militant des droits de l'homme pour l'Afrique. L'Afrique a intérêt à appliquer les droits de l'homme, parce que ça respecte la personne humaine. Laisse-moi te dire, Jackie, les Africains meurent au quotidien, sans que aucun dirigeant ne s'en émeuve. Aucun. En Occident, en France par exemple, ils sont un otage. À l'autre bout du monde, il y a des mobilisations pour aller chercher l'otage. Les droits des individus africains sont bafoués au quotidien. Je ne rentre même pas dans les aspects politiques, parler des droits de la santé, droits à l'éducation et tout cela. Mais les droits humains, c'est-à-dire qu'on tue au quotidien. C'est-à-dire parfois même c'est l'État même qui se rend auteur des crimes. C'est pour cela qu'on parle des droits de l'homme. C'est-à-dire que quand les appareils de l'État eux-mêmes violent les droits des citoyens, ça, ce sont les droits de l'homme. Parce que c'est l'État qui a obligation de respecter les droits de l'homme. Donc, j'évoque tous ces aspects-là pour dire que moi, je ne milite pas pour les droits de l'homme pour faire plaisir aux Occidentaux, parce que c'est eux qui sont les concepteurs. Mais moi, je considère qu'avant qu'on ne soit colonisé, dans mon Afrique, les droits de l'homme existaient. Parce que je sais que dans l'Afrique traditionnelle, les chefs traditionnels sont les garants de l'ordre social, des libertés, etc. Donc, bref, je veux dire que j'ai écrit tous ces ouvrages-là et je suis ancré dans la crise de mon pays et même du coup de l'Afrique. Parce que ce qui se passe en réalité en Côte d'Ivoire, mais c'est ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe au Burkina avec le dégommage de Blaise Compaoré, ce qui se passe un peu partout. On ne va pas pleurer sur la tête de Blaise Compaoré. Ah non, il est maintenant un compatriote ivoirien, il paraît. Comme ton président. Non, mais c'est marrant. C'est marrant. S'agissant de mon président, à un moment donné, je disais, à l'époque, je te dis, mon cher Jackie, le gros problème de M. Ouattara, qui fait qu'aujourd'hui, on a arrêté un homme politique comme Sam l'Africain. Ouais, malheureusement, voilà, Sam l'Africain, un Ivoiro-Libanais, un Libanais d'origine, mais il est ivoirien et tout, on l'a arrêté. Mais pourquoi on l'arrête? Il y a à peu près 1 an qu'il croupit en prison, bientôt 1 an. Le gros problème de M. Ouattara, c'est que quand je parle de lui, de ce fait que je vous évoque maintenant, je pense toujours à Manuel Valls. Manuel Valls dit devant le Parlement français, je suis né catalan. Donc je suis espagnol à l'origine. Oui. Mais je suis français. Et j'aime la France. Et le Parlement applaudit. Le Parlement français réuni. Le Premier ministre français dit qu'il est d'origine espagnole. Mais M. Ouattara ne le dit pas. Non, c'est un scandale que de dire qu'il est d'origine burkinabé. Pourtant, tout son parcours universitaire
montre qu'il est né à ordre, il a fait ses études sous le... Ne me l'apprends pas, il y a 4 ans, j'étais au Burkina Faso, à Ouagadougou, j'ai mené une enquête, je sais, oui, monsieur Ouattara, je sais que vous êtes d'origine burkinabé et que vous étiez burkinabé jusqu'à l'âge de 26 ans au minimum. Franchement. Je l'ai vérifié à Ouagadougou. Voilà. Donc, donc en fait, en tant qu'Ivoirien, les gens pensent que nous sommes xénophobes. Non, non. Mais non, il faut dire la vérité. La Côte d'Ivoire est le pays qui a près de 30% d'étrangers. Bah oui. Les étrangers font fortune chez nous. On ne s'en plaint pas. On a eu des amis burkinabés, libanais, tout ça, on ne s'en plaint pas. Le problème de M. Ouattara, c'est qu'il n'a pas été honnête. Et il n'est pas honnête vis-à-vis des Ivoiriens. D'ailleurs, M. Thabo Mbeki le dit aussi, hein, que M. Ouattara n'est pas un homme d'honneur, il n'est pas honnête. C'est pas moi qui le dis. Oui, oui. C'est M. Thabo Mbeki qui a quand même, qui a été un chef d'État. Oui. Respectable. Tout à fait, mais bien sûr. Une référence quand même. Une référence au pays de Nelson Mandela. Qui a protégé Robert Mugabe. Sans lui, peut-être Mugabe serait mort aujourd'hui, car certains voulaient lui faire la peau. Suivez mon regard. Mais bien sûr. et c'est pour cela que, pour terminer sur la question, c'est pour ça que Laurent Gbagbo a dit, bon, écoutez, ça fait une vingtaine d'années que ce monsieur, à lui seul, pollue, entre griffes, la vie sociopolitique de notre pays. Parce qu'il veut être candidat. Laissons-le venir aux élections. Donc moi, je vais lui permettre d'être candidat, et puis je vais le battre. Et puis son dossier sera bouclé une fois pour toutes. C'est ce qui s'est passé en 2010. Ouais. Et il a été bien battu. Il a été battu. Parce que dans le Nord, il a verrouillé l'élection, ils ont triché, ils ont bourré les urnes. Jusque-là, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit. Et comme c'est un échange un peu sur la Côte d'Ivoire à travers mon combat, je vais vous dire un fait qui m'a un peu... Pendant l'élection de 2010, pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel s'est permis d'annuler le scrutin dans 7 départements du Nord, plutôt que d'annuler tout le scrutin, comme le disait le Code électoral, en son article 64. Le président du Conseil constitutionnel que j'ai rencontré, le professeur Yao Paul Ndré, dit, premier élément, Dr Boga, en France, le vote des Ivoiriens de la diaspora a été annulé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France était favorable à Laurent Gbagbo. C'était le plus, si tu veux, la plus grande zone. On a la plus grande diaspora ivoirienne hors d'Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire, là, en France. C'est en France, oui. On a annulé en France. Mais pourquoi? C'est ce que je comprends. Mais justement, parce qu'il paraît qu'il y a eu des troubles, etc. Donc, si vous avez... Donc, et ce qui a fait ça, c'est la commission électorale. Électorale. Donc, qui a annulé la France. Qui a annulé en France. Qui rendait défavorable à Laurent Gbagbo. Oui, exactement. Bien. Quand le Conseil constitutionnel a vu les faits, et puis Laurent Gbagbo a saisi le Conseil constitutionnel, il s'est dit, bon, écoutez, dans le Nord, il y a eu des tricheries. La loi électorale me dit que, en pareille circonstance, si j'annule certaines régions, que ça change, normalement, je dois tout annuler. Mais le professeur m'a laissé entendre une expression des juristes qui dit, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si tu as le pouvoir de supprimer tout, c'est que tu as le pouvoir de supprimer une partie. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'annuler toute l'élection. Mais ça veut dire que si dans une zone ou deux, il y a des tricheries, il a aussi le pouvoir de le faire. Et avant même que le Conseil constitutionnel ne le fasse, la commission électorale s'était permise d'annuler les élections en France. Sans que quelqu'un ne... Voilà. Sans que donc le Conseil constitutionnel... Voilà. Donc le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités et a annulé dans le Nord. Voilà le drame. Le même Conseil constitutionnel qui va plus tard déclarer que M. Gbagbo a gagné. Exactement. Et quelqu'un à l'Élysée va dire non. Non, 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 tout à fait. C'est-à-dire que c'est tellement intéressant et c'est pour cela que je considère que la crise ivoirienne, c'est un cas de jurisprudence, mais un cas d'école. Où on va venir voir, et finalement, quand on fait une élection, qui doit proclamer les résultats? Est-ce que c'est la communauté internationale ou bien ce sont les institutions? Il ne faut pas dire la communauté internationale. Est-ce que c'est la France? Appelle le chien par son nom. Tu as raison. C'est Médor ou c'est pas Médor? Non, non, c'est clair. Alors, hein? Tu as raison. Il faut dire la France, car je ne pense pas que l'Italie ait un jour déclaré que tel ou tel autre a gagné en Côte d'Ivoire. Jamais. Je ne pense pas que la Grande-Bretagne l'ait fait. Non. Je ne pense pas que l'Espagne l'ait fait un jour. Non. Qui l'a fait? C'est la France. Alors il faut attirer la communauté internationale, parce que la communauté internationale, je ne sais pas où est son adresse pour que je lui envoie un courrier. Et dans le livre, ce sont toutes ces questions dont nous parlons, j'avoue que tu les retrouveras dans le livre. Et c'est pour cela que j'ai voulu retranscrire cela pour que les gens voient un peu, voilà. Et un autre détail encore, lorsque la France a banalisé, donc je dis la France et donc sa communauté là, internationale là, a banalisé le Conseil constitutionnel ivoirien sous prétexte que son président est l'ami
du président Laurent Gbagbo. Ah, d'accord. Et ici, là, Debré, là, c'était l'ami de qui? Debré, là, c'était pas l'ami de mon président Jacques Chirac? Voilà. Et même tous ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas amis? Bien sûr. Laurent Fabius. Laurent Fabius. Il était l'ami de qui? C'était pas Hollande? C'était pas... Attends, franchement. Le président du groupe parlementaire Les Républicains, c'est qui là? C'est pas l'ami du président? Voilà. Et puis, quand Gilles de Robien était ministre des Transports, on a privatisé les histoires d'autoroute là. Qui était à la tête de la société à qui on a privatisé? C'était pas son frère? Voilà. Bon. Et c'est pour cela que dans le livre, j'ai dit... On va s'arrêter là. Oui, c'est bon, cher. Je vois que tu es très pénétré de la... Non, franchement, et dans le livre, j'ai dit, mais attends, même ce que j'ai dit dans les livres, en fait, ça, je l'ai dit sur tous les médias en Côte d'Ivoire, quand la crise a éclaté. C'est pour cela que j'ai dû partir en exil, parce que j'étais fondamentalement contre cette arrivée violente de M. Ouattara, en violant les institutions de son pays. Un dirigeant qui veut venir à la tête, à la magistrature suprême, qui ne respecte pas les lois de son pays, qui foule au pied tout. Bah attends, Gervais. Dis-moi. Je vais un peu fustiger pour la première fois Laurent Gbagbo. Oui, allons-y, chef, frère. Et fustiger Henri Konan Bédié. Oui, je suis d'accord. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un... je pense que M. Ouattara, c'est quelqu'un qui aurait dû passer devant une cour et aller en prison dès le décès du président Houphouët-Boigny. Tout à fait. Le 7 décembre 1993. Je suis d'accord avec ça doit être un lundi ou un mardi. Oui, je suis d'accord. Je suis bien l'actualité. Tout à fait. Alors, ce monsieur Premier ministre, alors, devait immédiatement se rendre chez le président de l'Assemblée nationale, faire allégeance. Oui, tout à fait. Il a traîné les pas. Oui. Il voulait pas s'y rendre. Il voulait prendre de force la présidence de la République. Oui. C'était un coup d'État constitutionnel. Il tombait là sur le coup. Oui. Il a violé la constitution du en son pays. article 11, qui disait que le président de l'Assemblée nationale était le successeur du président. En attendant... Pourquoi la justice ivoirienne n'a jamais interpellé M. Ouattara? Alors, M. Bédié l'a fait. Comment ça? Il a tellement bien fait que ça lui a valu le coup d'État du 24 décembre 1999. Car M. Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara. Parce qu'on est en 99. Ce dont nous parlons de 93. Donc après cette tentative-là, M. Ouattara est parti, il est reparti. Mais comment a-t-il pu sortir du pays de 93? Dès 93, décembre 93, on devait mettre la main sur lui. Non, déjà, oui, mais à partir de ce moment-là, quand il y a eu cette tentative, finalement, M. Bédié s'impose. Soutenu en cela par l'opposant historique du Houphouët-Boigny qui s'appelle Laurent Gbagbo. Qui dit non, on doit respecter la Constitution. Bédié, c'est celui qui vient au pouvoir et puis qui va permettre donc que nous puissions faire les élections par après. Donc voilà. M. Bédié arrive en 93. En 95, déjà c'est un tournant décisif, il faut maintenant faire des élections. C'est ce que je ne comprends pas. Voilà. Je sens que tu adores le poisson. Très bien. Tu manges le poisson. Bien sûr. Le poisson. Oui, beaucoup mais plus là, tu essaies de le noyer. Non, je ne le noie pas. Si. Je reviens en décembre 1993. Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993. La Constitution stipule que son successeur constitutionnel est M. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. M. Ouattara, qui est alors Premier ministre, traîne les pas pour aller faire allégeance et rendre certains documents au nouveau président de la République. Tout à fait. Il a été contraint à cela par un général. Exactement. Et il s'est rendu en bas de chemise, d'ailleurs débrayé. C'est ça. On aurait dû arrêter M. Ouattara immédiatement. La justice aurait dû l'inquiéter tout de suite. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Oui, ça dit que sur cette question... Vous avez dessiné le diable au mur, il a fini par rentrer dans la maison, là. Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que, bon, déjà, tous les actes qu'il a posés, ça a été plus ou moins subtil. Il ne s'est pas autoproclamé successeur du vieux. Non. Il a agi, comme tu le décris très bien, il a traîné les pas. Il a utilisé des ruses. Mais M. Bédié, c'est là que M. Bédié fait irruption. C'était l'une des rares fois où on voyait un futur président de la République faire irruption sur les antennes de la télévision nationale et puis faire le fameux discours qui nous reste gravé dans la mémoire. Je suis désormais le successeur, le président de la République, mettez-vous à ma disposition. Ah ouais, c'était une maladresse, mais en même temps une façon de dire que je prends le pouvoir parce que c'est comme ça que ça se passe selon les lois de notre pays. Vous savez ivoirien que M. Ouattara voulait prendre le pouvoir.
Exactement. Et violer la Constitution. Tout à fait. Tout le monde le sait. Tout à fait. Même la justice ivoirienne. Non, la justice, elle le savait très bien. Bon, alors, comment est-ce que cette justice n'a jamais inquiété quelqu'un qui a fait un coup d'État, qui a fait une tentative de coup d'État? Tout à fait. De coup d'État constitutionnel. Exactement. Pourquoi? Non, je pense que quelque part aussi, quand Bédié finalement prend le pouvoir, les gens ont voulu mettre balle à terre. Je crois qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont victimes. Dans les Ivoiriens, Alassane Ouattara a violé la constitution ivoirienne et le reste des Ivoiriens l'a aussi violé. Oui, quelque part, mais puisque finalement, la constitution a été rétablie. Dès l'instant où M. Bédié prend les pouvoirs, et il a été soutenu par pratiquement toute la classe politique, parce que c'est ce qui devait être. Une porte cassée, est-ce que c'est parce qu'on l'a reconstruit qu'elle n'avait pas été cassée? Oui, je pense est-ce qu'on doit arrêter, on doit pas punir le bandit qui l'a cassé parce qu'on l'a rétabli? Mais c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec toi. L'analyse est pertinente et juste. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si on était dans un état de droit pur et rigoureux, avec une justice indépendante qui fait son travail, à partir de là, on n'avait même pas besoin de recevoir des ordres de l'exécutif. On devait prendre des dispositions pour pouvoir agir. Ça manquait. Mais ça, ce qui a manqué en Côte d'Ivoire, c'est ce qui manque généralement en Afrique. C'est-à-dire que les trois pouvoirs-là, ils se superposent. Lorsque l'exécutif est tellement fort qu'il a la même mise sur le judiciaire, il a la même mise sur le parlementaire. Hélas. Voilà, malheureusement. Sinon, s'ils étaient séparés, tel que tu le dis, mais la justice aurait déjà lancé son mandat. Voilà quelqu'un qui aurait dû être prisonnier qui se retrouve président. Depuis. Et après, ça a donné même l'occasion à M. Ouattara de prononcer un certain nombre de discours, parce qu'on l'a lu partout et il n'a jamais démenti. Les discours selon lesquels je vais rendre ce pays ingouvernable. C'est lui qui a sorti cette phrase-là, parce que sous la menace. Et puis il part, et il se prépare, et la suite, on la connaît. Donc, quelque part, oui, il y a eu beaucoup de... la classe politique est responsable à tout point de vue. Le laxisme ivoirien vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. Mais bien sûr, et même le président Laurent Gbagbo, beaucoup vont estimer dans les analyses qu'il a fait preuve de beaucoup de largesse, et même parfois de naïveté. Parce qu'aujourd'hui, son alliance avec M. Ouattara, en 95, dans le boycott actif contre Bédié. Oui. Parce qu'il faut aussi le dire, il a cru que M. Ouattara était un politique. Quelqu'un à qui il fallait faire confiance en s'alliant à lui contre Bédié. En politique, on peut dire que les alliances sont possibles. Là, tu en viens, j'allais te parler de cette alliance en 95. C'est la zone. Mais bien sûr, tu as dit que tu allais fustiger. Mais j'ai compris. Mais je le connais puisque je suis un critique. Moi, je suis un critique de... Les Ivoiriens savent que j'ai beaucoup critiqué le président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Parce que le président Laurent Gbagbo, malheureusement, pour certains, il n'est pas Dieu. C'est un humain qui, politiquement, est très fort, mais qui peut aussi... Et il a reconnu même à la Cour pénale internationale qu'il a commis un certain nombre d'erreurs. Par exemple, que l'élection se déroule en 2010 alors que les rebelles n'avaient pas des armées. En réalité, aussi longtemps que les rebelles détenaient les armes, il ne devait pas y avoir d'élection. Jamais. Même le président a dit la guerre est finie. Et parce qu'en même temps, la communauté internationale le harcelait. Non, la communauté internationale appelle la France. Son nom. Oui, la France. La communauté internationale, c'est qui? Toujours. C'est basé où? La communauté internationale, on peut lui envoyer un courrier. Oui. Et donc, quand je terminais sur cette question, quand je disais que Bédié, à un moment donné, il s'est quand même racheté. Quand il a vu que la violence montait par le RDR de M. Ouattara, avec les discours violents, des crises à l'université, des machettes, etc., à un moment donné, M. Bédié, vers 99, c'était vraiment le moment fort où il a dit ça ne passera pas. Il a lancé les mandats d'arrêt contre M. Ouattara, etc. Et voilà, puisque le vert était déjà dans le pays, dans l'armée, parce qu'il avait ses hommes. À un moment donné, ils ont tribalisé. C'est à ce moment-là que les gens tribalisent le débat et on considère que Bédié est xénophobe puisque c'est lui qui a lancé le phénomène de l'ivoirité. À l'origine, en réalité, on connaît tous Kwame, le ministre de la Justice sous Bédié, qui disait clairement, en fait, c'était un concept culturel pour dire, c'est comme la francité. On a connu un ministre français ici. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg prône le consommé français. Cela ne pose pas de problème. Exactement. Même moi, je suis pour le consommé français. Mais bien sûr. Ça crée des emplois en France. Bien sûr. Et donc, c'est en fait, mais comme il était le chef de l'État, et le projet a été mal présenté. Parce que vous savez, il faut être très fin. Quand un président de la République se met comme cela au devant dans un projet, par exemple, si un président de la République, le président de la République fait trop la promotion de la France, c'est un peu, on peut penser que c'est comme s'il excluait
les autres produits venant d'ailleurs, alors que nous sommes sur un marché européen. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait même faire. Voilà. Et salut Marine Le Pen. donc, quelque part, le fait que le président de la République voilà, et puis en même temps, le carnet d'adresse de M. Ouattara, qui a été au FMI, et tout cela, l'une des phrases qu'il a encore prononcées, le même Ouattara, c'était de dire « On ne veut pas de moi parce que je suis du Nord et je suis musulman ». Du coup, ils ont commencé à cristalliser le débat sur la religion, sur l'ethnie. Et ce sont les deux dangers pour qu'une guerre civile se présente. C'est énorme, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes économiste, tout comme monsieur Maurice Kamto du Cameroun. Vous prenez le franc CFA bon pour l'Afrique, tandis que ici en France, la Fondation Montaigne vient de pondre un rapport, il y a un mois exactement, c'était le 20 septembre dernier, dans lequel la Fondation demande à l'Élysée, à la France, de revoir ses relations avec les pays d'Afrique. Rien ne doit être laissé au hasard, rien ne doit être tabou. C'est écrit le mot. Tabou est écrit, le problème du franc CFA doit être revu, la mauvaise gouvernance, tout est pointé du doigt, pendant que même en France, les Français blancs de peau disent que le franc CFA n'est pas bon pour les Africains. Monsieur Dramane Ouattara, monsieur Maurice Kamto, vous trouvez que ce franc-là est bon pour vous. Cherchons l'erreur. Oui, c'est ça. Et voilà, et c'est comme ça que, sur la question du franc CFA, M. Ouattara se fait le chantre simplement parce que Macron a compris que dans la zone franc, la Côte d'Ivoire est un pays phare. Parce que c'est ça qui pèse lourd. Voilà. Donc, il se rapproche du président actuel, le chef de l'État Ouattara, et puis il devient le défenseur du franc CFA. Et voilà, et de la même manière que le président sénégalais Macky Sall, il rapatrie Kémi Séba depuis le Sénégal vers la France. À la limite, il fallait payer moins cher le rapatriement au Bénin, parce que même s'il est français, on sait qu'il est d'origine béninoise. Il est français, malheureusement. On doit le renvoyer chez lui. C'est un Strasbourgeois, Kémi. Il était là il y a un mois. Kémi, d'accord. Kémi était là avec Eri, que je salue. Ils étaient là. Moi aussi, je le salue. C'est Eri qui s'est exprimé et Kéri Kémi était en coulisses, un peu comme Christian aujourd'hui. Il a laissé son bras droit s'exprimer, c'était vraiment son alter ego. Non, mais magnifique, non, parce qu'il fait un travail, je pense. Et puis, c'est ce que tu essaies d'évoquer là. Si on a connu autant d'années d'esclavage, si on a connu cette ère, en tout cas triste, de la colonisation, mais c'est parce que les nôtres ont contribué largement. C'est pour ça que, vous voyez, aujourd'hui, la question du franc CFA, la question de la Cour pénale internationale, toutes ces questions panafricaines, finalement, que nous défendons, pour que l'Afrique prenne ses responsabilités et retrouve sa dignité, nous amène forcément à nous débarrasser des chefs d'État qui sont les valets de l'ancienne puissance colonisatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Vous avez les mêmes diplômes que les Occidentaux. Et puis vous avez le pays le plus riche. Le territoire africain est le plus riche. Quand j'ai sillonné toute l'Europe, mon cher frère Jackie, à cause de l'exil, à force de faire des conférences, et aux États-Unis, je vous assure que si on laissait les Africains tranquilles, on n'avait pas besoin de venir ici. Un rapport sénatorial français pas possible. Disait que l'Afrique est l'avenir de la France. Bon, où est dans l'avenir de l'Afrique? Voilà. Et donc, il y a des Africains, au nom de je ne sais quelle théorie, qui acceptent cela. Et pourtant, je pense quand même que nous avons un devoir vis-à-vis de ce continent. Jacques Chirac disait qu'on a tellement volé tous ces milliards à l'Afrique, il faut qu'on rende à un moment donné à l'Afrique ce qu'on lui a volé. Et je crois que c'est Sarkozy. Le jour où la France laisse le franc CFA, mais la France sera pire que la Grèce. La France sera pire que l'Espagne. Et un journal allemand fustigeait la France l'année dernière, en 2016, en disant que la France cumule près de 500 millions d'euros chaque année, 500 milliards d'euros chaque année, pensionne à l'Afrique. Quel changement de genre. Mais bien sûr, c'est pour cela que le travail de notre compatriote français, bien sûr, Kémi Séba, ou alors le professeur Agbou, que j'ai beaucoup cité dans mon livre Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et souveraine. Et c'est-à-dire, en réalité, quelles sont les conditions que l'Afrique doit pouvoir remplir pour être souveraine, libre et totalement indépendante. Mon combat pour les droits et les libertés, de Dr Gervais Sako Boga, publié tout récemment, a
Maribro Foundation Publishing. Oui. It's in the UK. Oui, tout à fait. Something like that. En Angleterre, voilà. Docteur Bogasako Gervais, c'est quoi? C'est comment suis-je devenu un militant passionné des droits de l'homme? Voilà ça. Tout à fait. Quelle est ma conception des droits de l'homme? Quel est le fondement de mon engagement? Exactement. Le fondement de ton engagement semble être la crise ivoirienne. Oui, c'est-à-dire que c'est d'abord l'amour de la justice. L'amour de la justice et de la vérité. Voilà. Et c'est pour cela que je m'excuse, mais j'ai été beaucoup influencé par ma foi. On était étudiants et au fait, Boigny voulait supprimer la FESI. Il a même tenté. Il avait pris la FESI, c'était la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui était l'instrument par lequel les étudiants revendiquaient et tout ça. Donc, à cette époque-là, déjà en 92, il a décidé de suspendre la FESI, etc. Donc, moi, j'arrive, on était déjà étudiants à cette époque, et puis on s'est dit, bon, on n'a plus d'instruments pour pouvoir défendre nos droits et tout ça. Et moi, les injustices sont fréquentes, c'est quotidienne. Donc, il faut pouvoir trouver un canal pour les défendre, pour les dénoncer. Et à l'époque, j'étais vraiment tenté de militer pour Amnesty International, mais bon, il y a des choses qui ne m'avaient pas tout à fait... Et j'ai approché quelqu'un de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO. Et c'est comme ça que en 1994, je décide d'entrer à la LIDO. Et donc, quelque part, je dis toujours que je suis influencé par ma foi de chrétien, de quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Ça, c'est sûr qu'on reviendra là-dessus un jour. Un jour, je voudrais bien t'avoir et d'autres intellectuels africains bien sûr. qui disent être chrétiens, qu'ils m'expliquent comment un noir peut dire être chrétien ou musulman. Ça me pose toujours un problème. On fustige aux colonisateurs, mais après, on s'avoue être chrétien, des religions imposées comme tout le monde le sait, mais ça, ce sera un autre débat. Non, je suis tout à fait d'accord pour ce débat-là. Et puis, de toute façon, peut-être ce jour-là aussi, je dirais gentiment que, en fait, la question de la foi, c'est un peu comme la question de la beauté, du choix de la femme. Toi, le grand combattant des droits de l'homme et des libertés africaines, aujourd'hui, on va dire ça comme bien ça. Sûr, oui, car tu te battrais pour un Béninois, pour un Camerounais, pour un Gabonais. Bien sûr. Vu les ravages que font les églises dans les pays d'Afrique, franchement, je pense que tu devrais mettre cela en veilleuse quand même. Non, c'est tellement juste. Mais là, c'est un autre débat. Parce qu'on a utilisé la religion comme prétexte pour endormir certains peuples. Ça, c'est une réalité. Est-ce que tu sais que je suis croyant? Mais je suis heureux de le savoir. J'ai la foi, moi. Je suis heureux de le savoir. Je suis très croyant. Je suis très heureux de le savoir. Mais je ne crois pas en Jésus ou en l'église occidentale. Mais ça, c'est ton droit. Parce que cette église a fait plus de mal aux nègres que toute autre chose. Mais même aujourd'hui, le Vatican est critiqué. Quand vous allez au Vatican, avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui, la pédophilie et autres, tout ça, les pasteurs, il y a tellement de choses. Mais ce ne sont pas les hommes qui font l'église. C'est pour ça que j'aime beaucoup la conception, la connexion avec ton Dieu. C'est quoi église? Ça signifie quoi église? Non, l'église, c'est si tu veux, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, bon, il y a plusieurs connotations, on va te dire l'église, c'est le peuple de Dieu. Étymologiquement parlant, ça signifie quoi église? Mais ça signifie le lieu, si tu veux, le lieu de culte, le lieu d'adoration. Non, c'est pas le lieu de culte du tout. C'est-à-dire? C'est le rassemblement de ceux qui croient en Christ. Oui, église et religion? Non, j'ai dit église, pas religion, église. Oui. C'est le rassemblement de ceux qui croient en Christ. Oui, d'accord. Et quand je sais que Christ naquit où là, il est né où? Christ est né où? À Bethléem. À Bethléem, dans quel pays? Israël. En Israël. Ouais. Bon, alors, tu as combien d'enfants? 3. 3. Oui. Si tu réunis un de tes enfants, c'est moi qui vais venir reconnaître que c'est mon enfant? Alors, les Juifs même ne reconnaissent pas Christ. Oui. C'est nous les Noirs qui venons parler de Christ tous les jours. Et c'est ça qui endort l'Africain, les dogmes. Lorsque je vois des intellectuels africains qui me parlent de Christ, de christianisme, je dis, vous ne faites pas du bien au peuple. Il faudrait revoir ce côté. Non, mais de toute façon, je te le concède. Moi, j'ai été en Israël 2 fois. Et c'est vrai que sur les 7 millions d'habitants, à l'époque, j'étais choqué de savoir qu'ils étaient à peu près 1 millier qui croyaient en Christ. Aujourd'hui, on sait où ça nous a entraînés. Ils l'ont crucifié. Parce qu'ils ont considéré que c'était un usurpateur. Je pense que je l'aurais crucifié moi aussi. Peut-être, et c'est ton droit. C'est pourquoi peut-être que quelque part Hitler aussi leur a fait tout ce tort. Tout ça, c'est des histoires. Je ne veux pas accepter que tu dises cela. Ah, peut-être. Non, du tout. Ah, peut-être. Car Hitler lui-même n'était pas chrétien à la base. Mais je dis... On lui a imposé cette religion-là. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les Juifs peuvent avoir rejeté Christ. Comme il a été rejeté. C'est leur frère. Ils l'ont rejeté. Tu vas rejeter un Ivoirien, c'est moi qui vais venir dire que c'est mon frère?
Mais il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui ne reconnaissent pas, par exemple, M. Ouattara comme un Ivoirien, alors que lui qui dit qu'il est Ivoirien. Mais il n'est pas Ivoirien, tout le monde le sait. Oh non, mais enfin, je veux dire, mais il y en a qui croient dur comme fait qu'il est Ivoirien. Là, le débat en interne, ça peut diviser. Les gens n'ont pas cru en Christ, c'est bien. Mais ce qui est sûr, c'est que Jackie, et ce sera mon mot de fin sur cette question, le Christ a tellement... On reviendra là-dessus un jour. Oui, il a tellement marqué le monde qu'aujourd'hui, où tu me reçois, nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 19 octobre 2017. Après Jésus-Christ. Ah, après Jésus-Christ. Ça, je peux faire par le calendrier juif, hein, quand il n'y a pas après Jésus-Christ dedans. Docteur Boga Sako Gervais, Mon combat pour les droits et les libertés, publié tout récemment chez Mary Bro Foundation Publishing in the UK, en Angleterre, voilà. Tout à fait. C'est un livre qui raconte ton engagement pour les droits de l'homme. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, ton combat politique aussi, quelque part, car tu milites avec acharnement pour la libération de Laurent Gbagbo. Absolument, parce que je trouve que c'est une grosse injustice que je ne peux pas accepter. J'étais à Abidjan, j'ai tout vu, j'ai vu ce qui s'est passé. Depuis 2002, j'ai subi moi-même les rebelles. Mes étudiants ont été tués, ont été violés, des femmes, enfants, par les mêmes rebelles qui sont aujourd'hui au pouvoir avec M. Ouattara. Les rebelles qui revendiquent des sommes, des millions à M. Ouattara. Exactement. Aujourd'hui, quand j'entends dire qu'il y a une crise entre M. Ouattara et Soro Guillaume et tout ça, je souris. Parce que ça n'est pas un divertissement, cette crise-là. Ah, on peut penser cela aussi. Mais parfois, c'est quand même très sérieux, puisque les collaborateurs de Soro Guillaume ont été... Il y a un qui a été enfermé, Soul to Soul, on dit qu'il aurait gardé des armes. Mais M. Ouattara, il ignorait que ce sont des armes qui l'ont amené au pouvoir. Et que dès l'instant où vous avez décapité la République, les armes sont disséminées partout, parce qu'il fallait par tous les moyens faire tomber Laurent Gbagbo. Donc, quand la communauté internationale, la France et tout ça leur donnait les armes, et ils ont armé leurs différentes bandes pour prendre Abidjan, pour prendre le pays. Donc, ils savent très bien que les armes sont disséminées dans leur maison. Donc voilà qu'aujourd'hui, monsieur se surprend de savoir que... Mais ce sont ceux-là qui vous ont fait. Et c'est avec ça, les armes-là qui vous ont fait. Donc n'allez pas les mettre en prison. Autant dire que, quelque part, vous n'allez pas vous renier. Parce que M. Ouattara, la rébellion aujourd'hui, c'est blanc, bonnet, blanc. D'ailleurs, même les rebelles disent que... Pourquoi il a dépensé tous les milliards de la Côte d'Ivoire pour payer les dettes des mutins? 12 millions, après 8400 rebelles. 12 millions de francs à chaque rebelle. Il y a beaucoup d'argent chez vous, hein? Oh, heureusement peut-être, mais malheureusement, quand des gens comme ça viennent dilapider, alors qu'on n'a même pas d'hôpitaux, on n'a même pas les universités, les étudiants, nos étudiants ont les diplômes, ils n'ont même pas de travail. Regarde aujourd'hui le phénomène, les microbes, les enfants qu'ils ont embauchés, pour tout ça à cause de Laurent Gbagbo, ils ont détruit notre pays. Donc, quand vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en apparence, elle paraît belle, avec un pont, avec des couleurs, de la lumière. Mais au fond, c'est un pays qui est meurtri, qui est divisé en profondeur. Le mal est là. À tout moment, la Côte d'Ivoire peut basculer dans une guerre civile. Je le dis. À tout moment, la Côte d'Ivoire peut basculer dans une guerre civile. À cause de ce que M. Ouattara a fait. Et il a pris le Nord en otage. Vous voyez comment il crée la division? Quand vous êtes dans le Sud, vous faites quelque chose, on vous prend, on vous envoie en prison dans le Nord. Comme si le Nord, qui est une partie de notre pays, devenait une zone dangereuse. Voilà. Mme Gbagbo, on la prend, on la voit dans le Nord. Là, il stigmatise les nordistes. Exactement. Voilà. On t'envoie à Odiéné. On prend Laurent Gbagbo, c'est à Korogo. Mais ça, c'est... Dans l'esprit des Ivoiriens, qu'est-ce que vous faites du Nord? C'est-à-dire que vous rendez le Nord comme étant une zone dangereuse. Très dangereuse. C'est l'Aubagne, quoi. Comme autrefois ici en France, on prenait des gens qu'on envoyait en Aubagne, quelque part aux États-Unis ou bien à Québec. Voilà. On a créé l'Aubagne en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, c'est lui qui stigmatise la division. C'est pour cela que beaucoup sont persuadés qu'il n'a jamais été ivoirien. Parce que c'est comme si je vais les opposer les uns contre les autres. Les sudistes contre les nordistes. Pourtant, nous avons grandi dans ce pays, on ne connaissait même pas les religions. Mais depuis tout à l'heure, on pinaille là-dessus sur sa nationalité. Pour toi, est-ce qu'il est ivoirien? Ah non, moi je suis persuadé que non. Moi je suis persuadé que non. Moi il n'y a même pas de débat là-dessus. Alassane Ouattara pour toi n'est pas ivoirien? Non, je ne vais même pas rentrer dans ça. Je ne peux même pas. Je peux même pas l'admettre. Voilà. Je ne peux pas l'admettre, mais en même temps, je veux dire... Parce que s'il s'agit d'avoir une carte d'identité et puis on est ivoirien, c'est bien. Dans ce cas-là, c'est bien.
Mais moi, je pense que quand on te donne la naturalisation, en réalité, c'est parce que quelque part, on t'a vu adopter la culture du pays, les principes, les valeurs. On a vu ton apport. On a vu ton apport, ton amour pour la patrie. C'est comme ça que Valls est français, parfois même plus que de français, j'allais dire, naturellement ici, quoi. Puisque lui-même, il dit, je suis né catalan. Mais je suis français comme tous les Français. Il y en a, par exemple, ils prennent les nationalités, mais ils n'aiment pas les nationaux. Ils n'aiment pas le pays. Est-ce qu'Alassane Ouattara en fait partie? Moi, je pense qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Parce que pendant 20 ans... Mais il aime l'argent des Ivoiriens. Ah, il adore cet argent des Ivoiriens. Comme Madame Ouattara aussi aimait beaucoup la fortune d'Houphouët-Boigny. Ah oui, parce qu'elle a eu la chance de gérer les biens du vieux. Et puis aujourd'hui, avec tous les milliards et tout ça, on achète des armes pour venir tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Un pays qui vous a nourri, un pays qui vous a ouvert ses bras. C'est pour cela que je suis bien obligé, mais c'est ma déformation. C'est pour cela que le divin ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire se noie. C'est pas possible. Et les Ivoiriens eux-mêmes d'ailleurs ne peuvent même pas l'admettre. Nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre. Nos ancêtres nous ont légué ce combat-là. C'est le seul pays qu'on a. On a l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui est un pays d'hospitalité. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui va venir marcher sur nous. Aujourd'hui, des Ivoiriens sont en exil. Au Bénin, au Togo, au Ghana. Mes petites sœurs, nos petites sœurs se prostituent dans les différents pays pour pouvoir survivre. Et pendant ce temps, l'étranger a pris le pouvoir et il est assis. On est obligé de dire ça parce que si tu étais un national, tu n'allais pas haïr les nationaux. Tu n'allais pas faire le lit à l'étranger pour venir tuer tes propres compatriotes. J'ai parfois envie de me demander si on ne devrait pas dire Sarkozy a donné le pays à l'étranger. Mais bien sûr, c'est une question d'intérêt. Eux, ils regardent la personne qui fait leur affaire, et puis bon, ils le placent. Et comme lui, d'ailleurs même, oui, parce que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est avec la crise de Laurent Gbagbo, petit à petit, il y a eu plusieurs phases. À un moment donné, les Burkinabés se sont sentis humiliés plusieurs fois par des Ivoiriens. Parce que quand le concept de l'ivoirité prend... Moi, j'étais à cette époque-là, j'étais au cabinet du ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, qui s'appelait donc le ministre Martin Bléou. C'était notre président de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Après la rébellion de 2002, entre les rebelles et le pouvoir de Laurent Gbagbo, il y a eu un problème sur deux ministères, de la défense et de la sécurité. Parce qu'on ne sait pas à qui on va donner. Est-ce que les rebelles disent non, ils ne veulent pas que Laurent Gbagbo place son homme là-bas? M. Laurent Gbagbo refuse aussi, après les accords de Makoussi, quand on vient nous imposer l'équité entre rébellion et puis la République. Tout ça, c'est des aberrations de la France. Mais passons. À ce moment-là, dans le Conseil national de sécurité, on décide que les deux postes soient confiés à des personnalités de la société civile. C'est comme cela qu'on prend notre président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, parce que moi j'étais le président à Boaké, mais on avait un président national, le professeur Martin Bléou, on le nomme ministre. Et cet ami-là me fait l'amitié de m'appeler dans son cabinet. Donc, je suis bien placé pour voir un peu comment est-ce que fonctionne cette misère que les rebelles créent dans notre pays. Et j'ai vu de mes yeux comment est-ce que les Soro-Guillaume et tout leur armada, et avec M. Ouattara bien sûr, dans la crise, ils ont détruit la Côte d'Ivoire en profondeur. D'accord, nous sommes en 2002. Tout à fait. Et M. Ouattara n'est pas encore venu en Côte d'Ivoire. Son mandat d'arrêt international court toujours. Non, je parle de 2002. Non, 2002. Son mandat d'arrêt, on n'est plus à ce stade, il est toujours en exil. Mais l'exil de M. Ouattara prend fin quand, si tu veux que je te donne l'information, ça prend fin en 2001. Quand M. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, c'est lui qui calme le jeu. Il amnestie. Voilà, il calme le jeu. Il calme le jeu. En 2001, il crée un forum de dialogue national, de réconciliation nationale. Pour dire, bon, il y a eu tellement de crises, on a connu un coup d'État. Moi, je suis président après le coup d'État pour qu'on puisse penser les plaies et puis créer une Côte d'Ivoire nouvelle. On fait un forum de réconciliation nationale. Et c'est en ce moment-là qu'il vient les chercher les deux. Ils étaient en France. Les deux, Bédié et Ouattara. Parce que finalement, les deux ont fini par se retrouver hors de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Bédié qui avait lancé le mandat d'arrêt contre Ouattara, donc Ouattara a fui. Il était en France, en exil. Et pendant ce temps, Bédié va subir un coup d'État
Il va subir son coup d'État en 99 et lui aussi se retrouve en France. Un mandat d'arrêt international, cela signifie que M. Ouattara aurait pu arrêter où qu'il soit. Tout à fait. En France aussi. Oui. Et on l'a jamais arrêté. Non, parce que justement, avec ces relations, et puisque Bédié avait commencé à être stigmatisé comme un ivoiritaire, comme un faux démocrate. Et donc, la France n'a jamais mis à exécution le mandat d'arrêt international pour comment dirais-je, rapatrier, arrêter M. Ouattara et le rapatrier. Voilà, quand la justice d'un pays décide de faire arrêter quelqu'un, la France refuse de l'appliquer. Non. Il n'a pas été inquiété. Il est resté en exil ici. Et après, Bédié aussi l'a rejoint. Et c'est comme cela que, petit à petit, ils vont tous se retrouver ici et ils vont commencer à se coaliser contre Laurent Gbagbo. Le président nouvellement élu. En 2000, voilà. Et ce président nouvellement élu vient les chercher. Non, lui, quand il est élu, en 2001, il est fait venir au pays. Il leur dit, bon, on va passer à une autre phase. La Côte d'Ivoire va redémarrer, quitter l'exil, venez dans le pays, prenez les gardes du corps que vous voulez, choisissez, chacun en avait 20. Et puis, les salaires. Voilà, M. Laurent Gbagbo va payer les salaires comme il faut, ancien président, ancien premier ministre, tout cela. Il va voilà. Et puis, ils seront bien logés, bien blanchis et tout. Mais en même temps, ils vont petit à petit commencer à se préparer contre le fameux Laurent Gbagbo. Mais alors là, il est à l'image de quelqu'un qui t'est cher, là. C'est l'histoire de Jésus. Il a fait du bien, on l'a quand même tué. Jackie... Non, c'est-à-dire que... C'est l'histoire de Jésus, là. Il a fait du bien, mais on l'a quand même tué. Oui, mais c'est pas parce que tu fais du bien qu'on te tuera jamais. C'est pas parce que tu fais du bien que tu mourras jamais. Même celui qui fait du bien. Mais je pense que entre faire le mal et faire le bien, il est bien de faire le bien. Alors s'il avait fait un peu de mal, il serait pas là. Hein. Oui, malheureusement peut-être. Parce que quand... Ça dit que c'est une théorie j'allais dire un peu du pessimisme. Moi, je ne dirais pas, comme ceux qui volent, qui tuent, vivent longtemps, nous tous on va voler, on va tuer, on va vivre longtemps. Je pense que ça revient à chacun de choisir entre le bien et le mal. Et ça, c'est vraiment Blaise Pascal qui l'a bien démontré, un grand intellectuel. Oui. Celui-là, alors avec la France, je ne comprends pas. Tous ces exemples sont en fond. Non, mais attendez, c'est pas grave. J'ai quand même étudié, non, parce que mes ancêtres n'étaient pas des écrivains. Donc, j'ai fait l'école occidentale. J'ai étudié la langue. Si on t'appelle docteur, ça signifie bien quelque chose. Je veux dire que je connais bien cette culture et je m'en imprègne chaque fois. Donc, les grandes références sont de là-bas. J'aime beaucoup Cheikh Anta Diop aussi. Ah, tu l'as enfin cité pour équilibrer. Blaise Pascal cité 3 fois Cheikh Anta Diop et 2000 fois. Mon combat pour les droits et les libertés. Le docteur Boga Sako Gervais. Où est-ce qu'on peut le retrouver aujourd'hui, ces livres? Alors, ici en France, un peu partout, par exemple la librairie Taméry. Librairie Taméry à Paris. Hein. Voilà, et puis il suffit que vous appeliez tous mes compatriotes ici, parce qu'il va être maintenant dans toutes les librairies ici en France. Et puis au passage, j'en fais quand même une journée de dédicace le 5 novembre ici à Paris. Comment dirais-je, les gens disent AGK, mais je crois que c'est au 177 rue Charonne. Rue de Charonne, 177 rue de Charonne, à Paris, dans le 11e arrondissement. Le métro, c'est Alexandre Dumas. Voilà. Il y a Paris dans ma tête. Oh, mais tu es un parigo. Tu es un bourguignon. Vas-y, t'as pas mangé le bœuf bourguignon. Ah oui, non, mais c'est... Attends, mange. Non, mais c'était délicieux en plus. Le bœuf bourguignon. Ouais. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau un grand témoin. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui est également dans les combats comme toi, que j'ai eu un plaisir à rencontrer sur la place parisienne. Bien sûr. Christian Vabé. Mon ami et frère. Bonjour. Bonjour, Boga. Ça va bien? Comment ça va, mon cher? Je vais bien, merci. Bon. Et toi-même? Bonjour, Jackie. Bonjour, Christian. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi-même? Ça va. Bon, voilà, Christian Vabé, qu'on ne présente plus, président, directeur général du site Ivoire Business.
qui est aussi homme politique, président de parti. Je pense que tu as créé ton parti, qui finalement a fait une alliance avec... la grande coalition EDS en Côte d'Ivoire, la coalition des Gbagboïstes, tout à fait. À laquelle le docteur Boga Sako est membre. Je suis un vice-président. Il en est vice-président, et donc notre adhésion s'est faite avec l'arrivée du président de la coalition EDS, le professeur Georges Armand Oigné. Il a fait l'honneur de nous coopter au sein de cette coalition-là. Donc le RPCIAC est membre officiel de la grande coalition Gbagboïste EDS en Côte d'Ivoire, et nous préparons activement le retour au pouvoir en 2020. Ah, tout à fait. Voilà. Le retour au pouvoir. Les Gbagboïstes reviennent au pouvoir en 2020. Je le dis à l'antenne. GMTV+, c'est ma maison aussi, puisque c'est une chaîne dans laquelle nous sommes partenaires. Donc je suis à l'aise, Jackie. Je suis là aussi pour te dire bonjour. Merci, parce qu'il ne s'agit pas seulement de publier des émissions, mais de temps en temps, passer au studio, de dire bonjour. C'est gentil. Donc voilà, c'est un scoop que je te lance. Voilà. 2020, c'est nous qui serons au pouvoir et nous préparons activement. C'est dans 3 ans. Voilà. Il faut que je m'apprête à aller à Abidjan. Alors, mon combat pour les droits et les libertés, je suppose que ce livre, tu l'as déjà lu. Je l'ai déjà lu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est lu d'une traite. Tu m'aurais dit le contraire, je ne t'aurais pas cru. Ça, c'est lu d'une traite. Donc, c'était un bon livre. Qu'est-ce que tu peux en dire à l'endroit des Africains et même des Européens qui voudraient lire ce livre? Qu'est-ce que tu peux en dire? Ils sont tous là. Voilà. Alors, je vous dis, chers amis européens, chers amis africains, panafricains, ce livre de Dr Boga Sako, il faut le lire. C'est un livre qui retrace un peu son combat, la crise ivoirienne. Ça se lit d'une traite, assez facilement. C'est bien écrit dans un langage 5. C'est un docteur qui a écrit. C'est son propre témoignage à lui. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose il a vécu tout ce qu'il a dit. Et donc, aller au cœur de la crise ivoirienne en lisant ce livre. Je vous le conseille. Et voilà. J'apporte mon soutien total. Merci Christian, merci beaucoup. C'est tellement bien dit, je n'aurais pas mieux dit. Voilà. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, je ne sais pas combien on l'a payé pour qu'il parle bien de ce livre comme ça. Non, parce que non, c'est pas vraiment. Quand un livre est bon, il faut le dire. C'est pas parce que le docteur Boga Sako est un ami, est un allié politique, c'est pas cela, mais dans le combat, il faut reconnaître la valeur de chacun dans le combat. Aujourd'hui, le combat reconnaît que Ivoire Business, dont je suis le fondateur, est un journal qui s'est imposé sur la scène internationale. Moi aussi, je dois reconnaître aussi que le docteur Boga Sako est un grand écrivain, est un grand militant des droits de l'homme. Je dois aussi reconnaître que Jackie Moifo fait du très bon travail. C'est je l'ai coopté à Ivoire Business. Il faut le reconnaître. C'est comme ça qu'ensemble, on devient plus fort. Tout simplement. D'ailleurs, je dois te dire des remerciements car du Cameroun, les gens m'ont contacté pour me dire avoir vu l'interview de Maître Akerimona qui était assis ici à la place de Gervais il y a une semaine sur Ivoire Business. Voilà, donc Ivoire Business n'est pas vu qu'en Côte d'Ivoire, même au Cameroun, on regarde Ivoire Business. Bien sûr, bravo. Félicitations pour le travail. Merci, et puis salut à tous les amis frères du Cameroun, particulièrement à Afrique Média TV, qui est une chaîne à laquelle je suis partenaire, et donc j'ai toujours beaucoup d'amis à Afrique Média, et donc je passe un petit coucou et aussi à tous les peuples camerounais qui nous ont soutenus, et que nous soutenons dans le combat que nous menons pour la libération du président Laurent Gbagbo. Big up au peuple camerounais. Franchement, sans eux. Ah ben tu as commencé à t'anglophoniser. Big up. Alors j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Et donc je suis bilingue. Et voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps, ça peut arriver que je... I can see what you speak English now. Hervé, y a-t-il un message particulier que tu souhaiterais passer aux Africains, aux Ivoiriens? Ils sont tous là, dis-le leur avant que je conclue l'émission. En tout cas, je voulais d'abord te dire merci, Jackie, pour ce moment. Je suis venu chez toi, je mangeais... Oh, Valérie Trieveler, merci pour ce bon moment. Je mangeais du bœuf bourguignon. C'est un très très bon plat. Et puis j'aime la convivialité à ton émission. Merci beaucoup en tant que frère. C'est vrai que tu es français, mais nous sommes tous d'origine africaine. Bien sûr. Et je voudrais dire que l'Afrique, à un moment donné, doit arrêter de souffrir. Mais l'Afrique, sa libération, sa souveraineté, son indépendance ne tombera pas du ciel. Et surtout, ne viendra pas des Occidentaux. Parce que ça arrange les Occidentaux que l'Afrique soit dans cet état-là. Disloquée, en palabre, en crise, en guerre. Ça leur permet de profiter. Ils placent leurs armes. Et puis en même temps, ils exploitent les richesses de l'Afrique. J'ai fait le tour de l'Europe et des États-Unis dans la crise, dans mon exil, et j'ai compris beaucoup de choses. Les compatriotes viennent ici, se battent. Mais même quand ils ont la nationalité, ils ne sont jamais considérés au même titre que le français. Ça veut dire que quelque part,
ne perdons pas du tout nos origines. Sachons toujours d'où nous venons et puis travaillons toujours à l'idée de retourner chez nous. Et notre combat aujourd'hui, le combat que mènent tous les panafricanistes, les frères Kémy Séba, les frères qui se battent pour que l'Afrique soit ce qu'elle est et autres, mais c'est pour qu'à un moment donné, l'esclavage vraiment cesse, la colonisation cesse vraiment. Parce qu'en réalité, on continue toujours d'être colonisé. Nous qui sommes des francophones, nous savons très bien ce que la France continue de tirer dans nos pays ex-colonies françaises. Elle continue. Même la France, le franc CFA, c'est toujours une certaine aliénation. Parce qu'elle sait, la France, que si nous sommes indépendants, elle va souffrir. Sérieusement. Donc elle ne veut pas que nous nous libérions. Il appartient aux Africains de prendre leurs responsabilités. Et moi, j'ai toujours demandé au peuple ivoirien, aux intellectuels africains, aux intellectuels ivoiriens, aux cadres, à nous tous qui avons fait les études dans nos pays et en Europe, nous sommes les ambassadeurs d'un continent qui est libre, qui est riche, mais qui a besoin de sa liberté. Si l'Afrique est libre demain, mais nous n'avons pas besoin de venir en Europe. Pour cela, il faudrait penser à la patrie et non à ses poches. Voilà. Sinon... Ça que sert la nouvelle génération. Je pense que Boga Sako l'a bien dit. C'est ensemble qu'on va se battre. On ne va pas accepter éternellement que les choses restent en l'état. Les nouveaux leaders, la nouvelle génération est prête à prendre les choses en main. C'est un combat global, c'est un combat panafricain. Le combat de Kémy Séba, c'est le combat de Christian Mabé, c'est le combat de Dr Boga Sako, c'est le combat de Nicolas Bou, c'est le combat de tout le monde. Tous les sujets. Moi, je suis parti à l'UMP, au siège de l'UMP, pour parler du franc CFA, à Fillon, à Nicolas Sarkozy, à Alain Joyandé, à Charles Millon. Ça a dit, frère, la chronique de ceux-là. On n'a pas besoin d'attendre qu'un frère nous appelle, qu'une idée est bonne, on s'en inspire, on moule le maillot, on porte le glaive, on défend la nation, on défend la patrie, on défend l'Afrique. Voilà. L'Afrique francophone pourrait s'émanciper sans que la France n'en souffre. Il suffit pour cela que ceux qui dirigent la France veuillent parler de l'intérêt collectif et non individuel, car la France fonctionne comme l'Afrique ou l'Afrique fonctionne comme la France. Il y a une certaine caste qui pense beaucoup plus à ses intérêts qu'aux intérêts de la nation. Les deux peuvent fonctionner ensemble, vivre ensemble sans que l'une des deux parties n'en souffre. Mais pour cela, il faudrait que ceux qui dirigent la France le veuillent. Il ne suffit pas d'aller faire Sciences Po, faire l'ENA pour savoir conseiller un président de la République. Je vais être nombriliste, je suis sûr d'être meilleur conseiller d'Emmanuel Macron que son ministre, que son conseiller Afrique. J'en suis certain car il lit des rapports et conseils. Nous allons sur le terrain, nous savons ce qu'il en est. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, j'espère que ce programme vous a plu. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Sur le groupe JMTV+, vous m'envoyez vos questions, vous m'envoyez vos interrogations. Je pourrais même vous inviter sur ce plateau, vous exprimer, car ce média est ouvert à tous. Même si on est pro-Ouattara, on est le bienvenu sur JMTV+, à condition de répondre à mes questions, tout simplement. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre programme. D'ici là, gardez quand même la banane malgré tout, jusque-là. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci.